Sully-sur-Loire, le trésor de Sully, extrait des contes et légendes des châteaux de la Loire, de Nicole Lazzarini, aux éditions Ouest France. Édifié à la fin du XIVe siècle au confluent de la Loire et de la Sange, d'après les plans de Raymond du Temple, architecte du Louvre, la demeure de Maximilien de Béthune, dignement drapée dans ses douves larges et profondes, est un superbe parangon de forteresse médiévale. Lorsqu'il l'acquiert, le duc de Sully aménage la bâtisse d'origine, l'agrandit, l'adapte à son goût. Il crée un magnifique parc d'agréments et renforce les digues pour se protéger des crues catastrophiques du capricieux fleuve sauvage. La dernière propriétaire privée du pourpris Mao de Béthune, convaincu que le grand Sully avait amassé une fortune considérable au cours de sa longue et illustre carrière auprès d'Henri IV et que ce magot devait, selon toute vraisemblance, être caché dans l'enceinte du château, entreprit une chasse au trésor des plus pittoresques, des plus gigantesques, des plus rocambolesques. Mais elle n'a jamais entendu parler du moindre indice qui lui permettrait d'orienter ses recherches. Qu'à cela ne tienne, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et voilà la décision prise, irrévocable. Madame amorce une véritable campagne de fouilles. Les cours extérieures sont tout à fait incessantes, transformées en chantier, en atelier, en bourbier, où l'on procède à des balisages, des sondages, des carottages. Malgré des efforts importants, imposants, rien. Toujours rien. L'initiative reste négative, improductive. Pourtant, Mao de Béthune n'est pas de nature à renoncer devant le premier obstacle venu. Elle ne peut supporter de rentrer le soir bredouille. Comme elle n'entend pas baisser les bras, elle s'attaque donc aux espaces intérieurs, car il n'est pas question d'abandonner une si belle occasion de devenir riche. Un mur qui sonne creux, et aussitôt l'émotion est à son comble. La fièvre fouilleuse et farfouilleuse gagne toute l'équipe. Un coup de pelle suspect suspend la respiration de ce petit monde vaillant, ainsi impatient. Un éclat de terre vernissé, un peu trop rutilant, rubescent, rubicon, et la rumeur d'une trouvaille de taille dans la muraille se répand à la vitesse de l'éclair. Bientôt, les appartements sont sans dessous-dessous. Chaque tapis, chaque tenture, chaque tableau est soulevé, soupesé, soupçonné. Petit à petit, plafond, parquet, parois sont percés, défoncés, éventrés. Les pièces ressemblent à de gigantesques trousses à outils, vomissant, clous, tenailles, marteaux et autres instruments de torture pour ces sols et cloisons charcutés à vif. L'entreprise coûte cher. Les tentatives, même si elles se révèlent désespérément infructueuses, ruinent peu à peu la chercheuse d'or. Elle est obligée dans un premier temps de se séparer du mobilier. Un beau matin, la mort dans l'âme, elle regarde les antiquaires à la mine réjouie qui s'apprêtent à quitter le palais dans une camionnette où sont entassés pêle-mêle coffres et commodes, buffets et bureaux, chaises, chenets et chandeliers. Sentimentale, elle souffre de sacrifier ses souvenirs de famille. Sans doute est-elle habitée par ce rêve d'enfant que tout adulte conserve au fond de son cœur. Découvrir un trésor, des malles ruisselants de coupes en argent, de vaisselle en vermeil, de bijoux sertis de gemmes précieuses. Elle passe ainsi, sans transition, à l'apathie la plus totale, à l'euphorie la plus phénoménale. Puis, elle doit envisager la vente du bâtiment également. Alors commence une longue période de négociation, puis une acquisition par l'administration. On se souvient que le chanteur Charles Trenet, de retour d'un concert en Algérie, fatigué, s'endort dans l'avion qui le ramène en France. Il fait alors un songe étrange. La cachette où le célèbre ministre aurait dissimulé toutes ses richesses
lui apparaît distinctement et il n'a de cesse dès lors de vouloir acheter le château. Sitôt son arrivée, il contacte la mairie du lieu, fait une offre, propose de partager la précieuse découverte avec les autorités et les autochtones. Le projet ne verra donc le jour, le trésor non plus. Même si, dit-on, le bon roi ne s'est jamais rendu sur son beau cheval blanc chez son ami Sully pour déguster la poule au pot dominicale, l'endroit n'en conserve pas moins 2 autres trésors, et non des moindres. Il peut se targuer en effet de détenir en son sein 2 pures merveilles. D'une part, la charpente en berceau brisé du donjon, prouesse technique, éthique et symbolique. Et d'autre part, la tenture monumentale retraçant la légende de Psyché, brodée de fils d'or et d'argent. Somptueuse,